Hop, je pense qu'on va pouvoir démarrer, notamment avec la partie introduction et présenter un petit peu le déroulé. Euh, donc, hop, hein. L'objet de ce premier webinaire là, sur les sujets agriculture et biodiversité, c'est de vous présenter une ressource, un support qui a été conçu par l'ARB fin 2025, qui est la boîte à outils AgriBiodiv, et aussi de faire cette présentation à plusieurs voix, donc avec une première partie un peu introductive qui vise aussi à vous représenter le contexte global dans lequel s'inscrit l'élaboration de ces différentes fiches outils et la dynamique un peu mise en œuvre sur ces sujets par l'ARB depuis 2025, enfin fin 2024-2025. Et puis donc on laissera aussi la parole à deux intervenants qui se présenteront tout à l'heure. Mais donc on aura Pierre Connor-Seznek, j'espère que je prononce bien Pierre, qui viendra aussi nous parler donc là sur le temps d'introduction des travaux de l'association Noé sur les indicateurs de biodiversité en milieu agricole, sachant que l'association Noé nous a aussi épaulé pour l'écriture de la fiche introductive de la boîte à outils AgriBiodiv. Et donc, on aura aussi ensuite un petit temps de présentation du contenu de cette ressource, avec un focus sur un des outils qu'elle contient, qui est l'annuaire des naturalistes de l'association Noé, mettant en relation des acteurs naturalistes avec des acteurs du monde agricole, et puis des présentations aussi de projets en lien avec cet outil-là. À la suite de quoi on aura un petit temps d'échange et de questions-réponses avec vous. Et puis on aura une deuxième intervention avec Fabrice Bourriane, qui est éleveur de Castillonnets en Ariège et qui viendra aussi nous présenter des suivis biodiversité qui ont été menés sur ces parcelles en lien avec l'ANACEN Ariège et des actions en cours de réalisation à la suite. Et qui nous présentera voilà, un peu un regard terrain aussi sur ces suivis. Et on aura un second temps de questions-réponses. Que n'hésitez pas à utiliser le chat s'il y a des problèmes techniques ou des questions. Et donc, voilà, moi, Natacha Racinet, donc moi, je suis chargée de projet agroécologie et aussi en charge du volet agroécologie en Occitanie du programme Life Biodi France, qui est un programme porté à l'échelle nationale par l'Office français de la biodiversité. Donc, moi, je travaille au sein de l'Agence régionale de biodiversité. Et donc, on aura nos deux intervenants, Pierre et Fabrice. Donc, je les laisserai se présenter au moment de prendre la parole tout à l'heure. Donc, on va démarrer par un petit temps, un peu d'introduction, puis revenir aussi voilà, sur les dynamiques en lien avec les projets et les travaux de l'ARB sur ces sujets-là. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément aussi l'ARB, donc l'Agence régionale de biodiversité en Occitanie, on est un établissement public de coopération environnementale avec des missions autour de la connaissance, de l'accompagnement, de la mise en réseau d'acteurs en tant que voilà, que structure relais, travaillant sur la facilitation pour animer des réseaux d'acteurs, créer du lien entre, euh, entre acteurs des territoires. Et on s'implique sur les sujets agricoles depuis quelques années dans une dynamique qui se veut vraiment partenariale, donc vraiment travailler avec d'autres acteurs sur ces sujets-là, et notamment aussi dans le cadre du programme Life Biodi France. Et l'idée, c'était aussi de mutualiser avec une autre feuille de route régionale, qui est la feuille de route phyto et biodiv, qui est portée par l'unité éco-phyto de la DRAF Occitanie, parce qu'on a un peu, on s'adresse au même public cible de l'accompagnement agricole sur les différentes actions qu'on va mener dans ces cadres-là, et avec des grands objectifs un peu conjoints autour de la capitalisation, de la mobilisation et aussi de la sécurisation financière. Donc voilà, c'était un peu vous reparler de ces dynamiques partenariales qui ont mené vers différents types d'actions. Et en fait, ce webinaire vient en continuité de cette année 2025 et de cette mutualisation des actions. Donc on travaille à quatre structures, en fait, avec aussi la Chambre régionale de l'agriculture et le GIPLIA, avec
un travail qui a donné lieu notamment à deux enquêtes régionales auprès d'acteurs de l'accompagnement agricole pour faire remonter un petit peu des attentes, des besoins et des freins autour de l'intégration de suivi de biodiversité dans l'accompagnement agricole. Et ces enquêtes nous permettent de formaliser après des actions derrière à la suite de ça. Et puis, on a aussi travaillé à recenser un certain nombre d'initiatives, cartographier les réseaux d'acteurs, des projets et des programmes en région qui permettent de faire des ponts entre des enjeux de biodiversité et des enjeux de production alimentaire, production agricole, résilience agricole sur le territoire. Et donc, l'idée, c'est aussi de participer à valoriser ces projets, les ressources, en fait, toutes les ressources, les outils qui en découlent pour les porter à connaissance et pouvoir les valoriser auprès d'un certain nombre de réseaux. Et donc, ce qui a donné lieu là, en janvier de cette année à un grand séminaire d'interconnaissance qui a permis de rassembler autour de 150 participants hein, de tous les réseaux de l'accompagnement agricole confondus et voilà, de valoriser des projets, des outils et d'avoir aussi des ateliers d'échange pour aller approfondir les besoins de ces réseaux sur ces sujets-là. Et en termes de support conçu, ben, on est voilà, sur la conception de fiches outils, fiches retour d'expérience, témoignages vidéo pour valoriser des actions en Occitanie. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que s'insère ce cycle de webinaires qui démarre par ce premier webinaire. Donc je vous en reparlerai peut-être à la fin là, de ce webinaire, de ces échanges. Mais il y a cette idée d'aller approfondir aussi des thématiques, des sujets d'intérêt qui avaient pu être listés lors du séminaire de janvier dernier et d'aller présenter des retours d'expérience et des projets en Occitanie. Donc là, on est sur un premier webinaire un peu général avec où vous représentez cette boîte à outils, ces ressources, notamment pour ceux qui n'avaient peut-être pas pu participer au séminaire en janvier et puis ou ceux qui viennent pas forcément de la région directement Occitanie. Et avec ces interventions croisées, et on aura d'autres témoignages sur des sujets plus thématiques, notamment autour des pollinisateurs sur début juillet a priori. Un sujet aussi sur la gestion des prairies et un autre sur la santé des sols en fin d'année. Euh, voilà, donc là c'était aussi pour en introduction vous reposer quelques notions de quoi on parle quand on parle de biodiversité en milieu agricole pour démarrer un petit peu ce webinaire. Mais déjà reposer sur un contexte global en Occitanie, on a une agriculture euh, conséquente avec une emprise de longue date sur le territoire, de très longue date, et qui va impliquer des transformations des milieux naturels et donc entretient forcément des liens très étroits et qui sont difficilement minimisables avec la biodiversité. Et donc nous, dans nos dynamiques et les travaux là qui sont menés, c'est bien ces synergies des synergies qu'on veut mettre en avant et les bénéfices réciproques entre voilà, entre ces éléments, entre ces mondes, en mettant vraiment en avant c'est les objectifs gagnants-gagnants qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver, bien que voilà, cette biodiversité, elle est appréhendée et perçue de diverses manières par les acteurs d'un territoire. On retrouve toutefois des besoins communs d'arriver à trouver des compromis pour mieux concilier production alimentaire et préservation de la diversité des organismes et des interactions qu'elle peut avoir avec l'agriculture. Puis on retrouve voilà, des exemples concrets sur le terrain qui montrent cette possibilité d'accueillir la diversité biologique sur des parcelles agricoles tout en continuant de produire de manière efficiente, tout en ayant conscience que accueillir cette biodiversité, eh ben, on a un certain nombre de freins économiques dans un premier temps, techniques, sociaux aussi à prendre en compte derrière. Euh, mais voilà, rappeler aussi qu'on ne peut pas faire sans ces synergies, puisque près de la moitié du territoire occitanie est constitué par des milieux ouverts, semi-ouverts, donc des milieux agricoles, de prairies, vergers, de vignes, des milieux de pelouse, de landes, de maquis, de garrigues qui dominent les paysages et qui sont également des hauts lieux de biodiversité qui vont abriter des espèces animales et végétales variées. Donc, mettre en avant ces éléments-là. Là, c'était voilà, vous montrer quelques exemples aussi de comment ces milieux agricoles peuvent constituer des habitats d'intérêt écologique pour certaines espèces.
notamment en Occitanie, avec une grande diversité de milieux, de types de climat et voilà, de contraintes aussi pédoclimatiques et géographiques qui permettent une grande diversité. Donc on peut citer voilà, des espèces, grande diversité floristique avec notamment des espèces directement inféodées au milieu agricole comme les messicoles. En Occitanie, on compte 156 espèces de messicoles avec des secteurs à enjeu de conservation importants comme les cosses du Quercy, le plateau cordé, le Lauragais, la Cerdagne, les Corbières. Enfin, voilà, on a des territoires vraiment à enjeu et on a aussi une déclinaison du plan national d'action, une déclinaison régionale qui est en train d'arriver et qui permettra aussi de mieux connaître ces espèces-là. Et puis si on parle messicole, on peut aussi parler de l'intérêt que pour la pollinisation et l'importance des pollinisateurs. Pareil, en Occitanie, on va retrouver des territoires en jeu avec des foyers d'endémisme dans les zones méditerranéennes ou les secteurs pyrénéens. On peut retrouver des espèces aussi emblématiques. On a l'image de l'Apollon, mais on a beaucoup d'espèces aussi emblématiques et typiques des milieux agricoles, comme la perdrix rouge aussi, qui est une espèce phare des milieux méditerranéens, de la vigne, des garrigues. Donc voilà, c'était pour vous donner quelques exemples. On a aussi les enjeux autour de la structure des paysages, des réseaux de haies qui vont constituer des refuges, mais aussi des corridors de déplacement pour des espèces importantes en agriculture, comme les chauves-souris. Et là, on a l'image du grand rhinolophe, qui sont aussi des espèces régulatrices importantes et intéressantes pour les milieux agricoles. Euh, Rapidement, sur ce temps un peu d'introduction, c'était aussi vous redonner quelques notions. En fait, quand on parle de biodiversité, c'est finalement un néologisme, un terme qui est assez récent, qui est apparu dans les années 1980 et qui est un concept qui a évolué au fil du temps, qui est passé d'une logique vraiment très patrimoniale et qui maintenant va vers une multidimension à la fois technique, économique et sociale et qui vise aussi aujourd'hui à rendre compte des services qui sont rendus par cette biodiversité aux activités. Euh, et voilà, si on applique au milieu agricole la définition de référence donnée par la Convention sur la diversité biologique, on a cette notion à la fois de diversité des organismes présents dans les espaces agricoles cultivés et des interactions que ces êtres vivants vont avoir avec les parcelles et le paysage environnant. Et puis quand on parle de biodiversité en milieu agricole, en fait, on parle aussi de deux composantes qu'on peut distinguer, à la fois la biodiversité qui est dite planifiée ou domestiquée, qui va correspondre aux races élevées, aux variétés cultivées qui sont choisies par l'agricultrice ou l'agriculteur. Et on a aussi tout le volet de biodiversité dite associée, qui va plutôt être la part de biodiversité sauvage qui colonise spontanément une parcelle via son environnement proche. Et donc toute cette biodiversité joue aussi un rôle de support pour la production agricole. Euh, à savoir que dans les milieux, en fait, dans un agroécosystème fonctionnel, on a finalement qu'une infime part de cette biodiversité qui peut être considérée comme nuisible pour l'agriculture et en fait une fraction beaucoup plus importante de cette biodiversité qui peut avoir un rôle dit fonctionnel ou d'auxiliaire ou un rôle neutre. Mais finalement, la part de ravageurs est finalement très minime dans les agroécosystèmes, alors que on a souvent l'entrée contrainte nuisibilité de la biodiversité en milieu agricole, mais voilà, il y a des choses à, à prendre en compte. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui est difficile à mesurer, à appréhender, parce que voilà, essayer d'intégrer objectifs de production, de concilier objectifs de production et de préservation de la biodiversité, ça va nécessiter un certain nombre de connaissances, d'expertise, d'outils et de suivi qui mobilisent voilà, aussi des acteurs variés et qui mobilisent ce qu'on va appeler aussi des indicateurs de biodiversité qui sont des mesures souvent quantitatives pouvant être utilisées pour illustrer des choses assez complexes. Donc ça, voilà, c'est un peu des petites définitions qu'on va pouvoir retrouver notamment dans la fiche introductive de la boîte à outils AgriBiodiv que je vais vous présenter ensuite.
Et donc l'idée aussi, c'était de vous présenter quelques travaux qui ont été faits sur ces indicateurs de biodiversité en milieu agricole. Donc je vais laisser maintenant la parole à Pierre et te laisser aussi te présenter et présenter l'association Noé et les travaux que vous avez pu mener sur ces sujets-là, notamment dans le cadre du club Agatha. Donc si tu veux poursuivre, je te Ouais, laisse la main. tu, tu gardes la main sur le diapo? Oui, si ça te va, je Ça peux marche. Ah au bah tu fur et peux à passer mesure alors. continuer à passer. Ouais. Ouais. Hop. Donc merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Pierre Connoir, je travaille au sein de l'association Noé. Donc je vais la présenter rapidement pour aller assez vite sur le sujet. Donc des 14 indicateurs de Noé. Et donc je vais en décrire un peu la jeunesse pour décrire à quoi ils servent selon nous et comment nous on l'intègre dans nos projets. Donc tout ceci va servir d'exemple. Après, il y a plein d'utilisations possibles. Il y a plein d'autres manières, à mon avis, d'appréhender la biodiversité ou des indicateurs de biodiversité. Noé, rapidement, c'est une association, donc est une ONG qui a à peu près plus de 20 ans aujourd'hui, qui s'est donné pour mission de préserver la biodiversité dans tout un tas de dimensions. Et donc, c'est à peu près plus de 300 collaborateurs. On intervient dans 6 pays. Euh, et voilà, j'ai mis un petit schéma avec nos ressources. Tu peux passer. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Notre approche en France métropolitaine, donc là, on a une partie des activités qui sont sur le continent africain. Je vais pas du tout en parler parce que c'est vraiment tout un autre sujet et sur lequel moi j'interviens pas du tout. Pareil, s'il y a des questions, je peux les prendre. Notre approche sur le territoire métropolitain français, donc on intervient sur trois grands milieux, enfin les trois grands milieux qui occupent l'espace. Donc les milieux naturels, les milieux urbains et les milieux agricoles. Et donc moi j'interviens uniquement sur les milieux agricoles et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc, voilà, juste pour placer qu'il y a aussi d'autres sujets qui mobilisent les équipes de l'association. Tu peux passer. Donc comment on fonctionne en partie sur la mission agroécologie et alimentation. Donc c'est une mission qui aujourd'hui rassemble entre 4 et 5 personnes. Notre objectif c'est de généraliser les pratiques agroécologiques en faisant la biodiversité une alliée de l'agriculture. Euh, donc mobiliser, promouvoir des modèles agricoles. Donc ça, c'est pour la partie un peu plus doyer. Accompagner concrètement les acteurs des filières. Donc ça, on a un travail qui est assez fort avec ce qu'on appelle les acteurs des filières. Donc ça va être des têtes de réseau, que ce soit des distributeurs, des transformateurs. Ça peut être des coopératives également, dont on estime qu'ils ont de l'influence sur le reste des filières. Développer des outils techniques et des références. Donc là, je vais en parler avec un exemple des 14 indicateurs et développer des outils innovants de valorisation économique, des pratiques. Ça, c'est dans l'idée que notre constat, c'est qu'il n'y a pas de transition sans valorisation de manière ou d'une autre, et donc on propose des actions et des pistes et des outils là-dessus. Faut bien avoir en tête que nous, on se place dans une logique de filière agroalimentaire. C'est dans ce cadre-là qu'ont été construits les 14 indicateurs dont je vais parler. On pourra en reparler parler par la suite, mais effectivement, ils sont utilisables par des particuliers, mais c'était pas la cible initiale de l'outil, quoi. Voilà, la plupart de ce que je vais dire va s'inscrire dans ce cadre-là. Tu peux passer. Alors, comment on a fonctionné et comment on en est parvenu aux 14 indicateurs de biodiversité? Notre fonctionnement, c'est le cadre de ce qu'on appelle le club Agatha. Donc, en un mot, c'est un cadre d'échange qui réunit, donc là, vous voyez les adhérents avec lesquels on travaille en bas, qui peut réunir des associations, qui peut réunir des universitaires, des chercheurs, des instituts techniques également. Et l'objectif, c'était de mettre tous ces gens autour de la table pour répondre collectivement aux questions qui étaient posées par nos adhérents sur la biodiversité agricole, à savoir de quoi on parle, quels outils, quels projets on peut monter ensemble. Donc c'est un club qui a à peu près 5 ou 6 ans maintenant et qui continue à fonctionner. Et la question qui se posait initialement, c'était de quoi on parle quand on parle de biodiversité agricole. Et donc c'est de ce besoin qu'est née la constitution du guide dont je vais parler. Donc tu peux passer aussi.
Donc les 14 indicateurs de biodiversité agricole spécifiques sont initialement faits pour les productions végétales. Vous le verrez, il y en a une partie qui est déclinable pour toutes les exploitations. Mais la mission première, c'était ça. Donc il y en a qui vont vous paraître un peu déconnants pour des élevages. Et inversement, des éléments d'élevage, par exemple, vont pas apparaître dans ce guide-là. Donc voilà, en un mot, à quoi ça ressemble. Donc c'est un guide qui est open source et disponible sur Internet. Vous le trouverez assez facilement. Et donc, ils sont vraiment destinés à connecter l'amont et l'aval agricole, c'est-à-dire quelque chose qui soit suffisamment technique pour parler à l'amont agricole, mais assez vulgarisé pour que par exemple, des pôles RSE d'entreprises de l'aval puissent s'en saisir et éventuellement le valoriser jusqu'au marketing éventuellement, quoi. Donc, on distingue deux grands types d'indicateurs. On distingue les indicateurs qu'on a appelés de pression, qui s'intéressent aux pratiques qui affectent la biodiversité et des indicateurs qu'on a appelés d'état, qui sont des réponses à des protocoles d'inventaire de biodiversité ou de mesures de biodiversité. Ça, c'est pas du tout des mesures. Attends, pardon, si tu peux rester. C'est pas du tout des mesures qu'on a inventées tout seul. Faut vraiment le voir comme une agrégation de méthodes existantes, parce que l'idée était d'avoir des moyens de mesure opérationnels et idéalement déjà un peu diffusés de manière à avoir des références. Donc là, j'ai mis quelques partenaires à gauche qui ont contribué à ces différents protocoles, mais vous retrouvez dans le guide, il y en a beaucoup. En un mot, on n'a rien inventé. L'idée, ça a été d'agréger l'existant pour répondre aux besoins du Club Agatha que j'ai mentionné. Voilà. Et donc, on s'intéresse, en fait, vous allez retrouver les grands piliers de l'agroécologie, hein. Là-dessus, c'est pareil, il n'y a pas d'innovation. Et sur la biodiversité, on a plutôt visé la biodiversité qu'on a dit fonctionnelle. Et donc là, vous retrouverez pas tant que ça, par exemple, d'indicateurs de biodiversité patrimoniale ou purement naturelle, entre guillemets, quoi. Mais là, on est vraiment sur le focus agricole. Ils sont tous, toutes les fiches, donc il y a 14 indicateurs, donc 14 fiches, sont structurées de la même manière. Pourquoi cet indicateur? Quelles mesures? Les filières concernées? Les usages actuels? Où et quand? Quelle méthode? Faisabilité et l'interprétation éventuelle des résultats. Tu peux passer. Et donc, je vais donner un exemple ici avec la couverture du sol, donc qu'on a mis dans les indicateurs de pression puisqu'ils concernent les pratiques agricoles influençant la biodiversité. Et donc, rapidement, par exemple, quelle méthode? Le taux de couverture de la parcelle dans le temps égale le nombre de jours couverts pendant 3 ans sur 3 fois 365. Et après, on peut agréger à l'échelle de l'exploitation par le calcul qui est indiqué dans l'encadré en haut à droite. On a aussi un encart donc, sur la faisabilité. L'idée, c'était aussi que les personnes qui consultent ce guide puissent savoir à peu près à quoi s'attendre en termes de facilité de réalisation. Bon, pour les indicateurs de pression, donc sur les pratiques, globalement, ça engendre pas de coût et la donnée est suffisamment diffusée dans le monde agricole pour que ce soit pas très difficile d'aller la chercher. Donc là, on a une accessibilité de la donnée qui est facile, un prix qui est faible et un temps de mise en œuvre qui est assez faible. Mais sur les indicateurs d'état, donc les protocoles, c'est des choses qui vont beaucoup varier selon l'expertise nécessaire. Par exemple, sur les indicateurs de sol, à part les vers de terre, il y a souvent des analyses nécessaires, donc il va y avoir un prix qui va monter. Pour la microbiologie des sols, par exemple, on recommande de souvent avoir une analyse par quelqu'un qui est capable d'analyser la microbiologie des sols. Donc ça, c'est pareil, ça demande du temps d'expertise. Donc voilà, la jauge, elle change un peu. Tout ça est écrit dans les fiches indicateurs. Et interprétation des résultats, quand c'est possible, pour la plupart des indicateurs c'est possible, mais pas pour tous, on met une grille d'interprétation qui, pareil, est issue de la bibliographie qui a été utilisée pour faire la fiche. Et ici, par exemple, on a mauvaise, moyenne, bonne. Alors mauvaise, on aurait pu mettre améliorable, mais voilà, avec des seuils souvent qui sont issus de bibliographie, pareil que vous retrouverez dans les fiches. Donc la couverture, on met moins de 80, entre 80 et 100 et à 100%. Tu peux passer. Et donc de manière analogue, en fait, pour chaque fiche, il y a donc pour chaque indicateur, on retrouve une méthode de mesure ou un protocole qui sont ici inscrits à droite. Et voilà, vous avez l'idée, quoi. C'était pour illustrer que chacun avait sa ou ses méthodes de mesure qui sont décrites. Je prends la question tout de suite, mais oui, le taux de couverture du sol à 99 est bonne à 100%, c'est bien cela. Oui, alors il y a des effets de seuil, hein, c'est évident. L'idée, c'est
Oui, oui, 99 est plus proche de 100 que de 80. Alors pourtant, il est dans le même classe que le 80. Mais l'idée, c'était d'avoir des seuils de comparaison. On pourra en reparler, mais toute l'analyse après des indicateurs, c'est vraiment des choses qui se font au cas par cas. Et bon, il y a des effets de seuil, quoi. À quoi ça sert et comment sert-il le dialogue agri-nature? Tu peux passer. En fait, ils servent. Alors, tous les indicateurs n'ont pas les mêmes utilisations possibles. Il y en a qui vont servir à faire de la sensibilisation, d'autres qui vont servir à faire du diagnostic, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Il y en a qui vont servir simplement à établir une moyenne, de dire bah, la moyenne c'est ça. Il y en a qui vont servir aussi à basculer vers une recommandation technique. Ça, c'est souvent quand il y a de l'appui d'une personne qui est spécialisée, notamment pour la microbiologie des sols. Donc, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils et pas comme un diagnostic standardisé complet. Donc, rapidement, à quoi ça sert selon nous? Et vraiment pour ces indicateurs-là, dans ce cadre que j'ai mentionné, je pense que dans d'autres cadres, ça pourrait servir à d'autres choses. Mais avoir une vue d'ensemble sur des enjeux biodiversité sur le long terme, identifier des leviers d'amélioration, sensibiliser, servir de base d'échange, communiquer, valoriser, monter en compétences, et surtout, ce qui est important, c'est à quoi ça, selon nous, ne sert pas. Ça sert pas à initier seul des améliorations de l'état, c'est-à-dire c'est un thermomètre, quoi, ça change pas la température. Ça ne substitue pas souvent à des méthodes de recherche. Donc ça, c'est bien à avoir en tête. On reste sur beaucoup de protocoles de sciences participatives. Et c'est pas un score qui permet de faire un diagnostic standardisé complet. Euh, voilà quoi. C'est pas, on prétend pas avoir tout compris et tout mesuré avec ces 14-là, hein. C'est une sélection. Et là, j'ai mis rapidement un graphique qui montre bah, tel que nous, dans une dynamique de groupe, on visualise à quoi ça pourrait servir, c'est-à-dire de mesurer dans le temps des évolutions sur chacun des indicateurs, identifier bah, ce qui a une dynamique un peu négative, ce qui peut avoir une dynamique positive. Si tu peux passer, et je vais aller rapidement sur un exemple. Alors, donc nous, on les utilise pas dans des cadres individuels chez des agriculteurs, on les utilise dans les cadres collectifs. Donc, ce que je vais dire va s'appliquer à cela. Et donc, je donne un exemple avec le collectif Nouveau Champ, donc, qui est un partenaire du Club Agatha et de Noé depuis 2023. Euh, donc, pour le collectif Nouveau Champ, peut-être vous connaissez parce qu'ils sont en Occitanie. Donc, c'est un porteur de labels qui accompagne les filières sur l'utilisation des labels, principalement en maraîchage et en arboriculture. Euh, et donc, on a commencé à travailler avec eux en 2023. On a testé quelques indicateurs sur un échantillon de ferme. Eux, ils étaient venus avec une question qui est diffusée dans le Club Agatha, c'est-à-dire bah, comment est-ce que je vais pouvoir démontrer à terme, enfin, comment je vais pouvoir accompagner mes filières et dans l'objectif de démontrer à terme que j'ai éventuellement une plus-value d'un point de vue de la biodiversité potentiellement valorisable à un horizon qu'on espère le plus proche, mais qui reste à travailler. Donc en début 2023, avec le test de quelques indicateurs sur un échantillon de ferme, ça commence toujours comme ça. Début 2024, début de l'utilisation d'une sélection d'indicateurs pour scorer des fermes volontaires. Donc là, on revient à la question qu'on nous pose souvent et que vous allez peut-être poser, c'est est-ce qu'il y a une pondération entre ces différents indicateurs si on veut avoir un début de diagnostic? Bah, nous, on n'est pas spécialement pour une pondération, mais on peut amener des conseils là-dessus et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Et donc, eux, ils sont passés sur la construction d'un label sur la base notamment des indicateurs de biodiversité, mais pas que. Et donc, on a pu, nous, avoir un rôle de conseil par rapport à ça dans les seuils à établir éventuellement, ce genre de choses. Et donc, on monte ensemble sur 2025-2026 toute une stratégie d'accompagnement, formation, intervention, communication, pour donner du sens à la démarche des indicateurs, parce que, effectivement, tout seul, ils ne servent pas à initier des transitions, ce qui était le but de ce projet-là. Voilà, j'ai fait le tour. Retour d'expérience après 5 ans d'utilisation. Quelques mots sur comment nous on voit les choses. Oui, il y a des indicateurs qui se prêtent beaucoup plus que d'autres à une massification. Il y en a où bah, ça va être beaucoup plus dur parce que des fois ils nécessitent un peu d'expertise, donc un peu de temps, donc un peu d'argent. Dans une logique de groupe, c'est difficile de maintenir des suivis de biodiversité dans le temps sans accompagnement et valorisation. Ça, c'est bien à avoir en tête, mais c'est un peu analogue à la plupart des suivis de biodiversité en fait. C'est important d'être clair sur la portée des indicateurs et sur les interprétations possibles pour éviter les frustrations.
Ça, comme je l'ai dit, on avait beaucoup aussi des gens qui se disaient qu'avec telle donnée, on allait avoir telle information et tel retour précis sur l'état de la biodiversité et tous les indicateurs ne font pas ça. Donc c'est important d'être clair là-dessus. Et il y a vraiment beaucoup d'utilisations possibles selon les protocoles. Voilà, souvent, on recommande quand même un accompagnement par un naturaliste, par exemple, ce qui nous fera la transition vers ma seconde intervention. Juste pour mentionner qu'en cours, on est en train de décliner ce guide des 14 pour les filières d'élevage ruminant, dont on pourra reparler s'il y a des questions là-dessus. Alors, je sais pas s'il y a peut-être, merci Pierre pour cette première présentation. Je sais pas s'il y a peut-être une ou deux questions à chaud à prendre en vol, et sinon, on va poursuivre sur la présentation d'une autre ressource, donc toujours dans cette idée de capitalisation et de ressources que vous avez à disposition, donc présenter la boîte à outils AgriBiodiv qui compile ben, des idées d'indicateurs et des outils en fait qui peuvent être pris en main par des acteurs, des agriculteurs, des acteurs de l'accompagnement agricole. Euh, donc je vois pas de questions dans le chat. Yves, tu me dis si quelqu'un lève la main. Moi, je ne vois pas forcément tout le monde, mais donc je vais Pour poursuivre. l'instant. Dans tous les cas, on aura un temps d'échange à la fin des présentations de ces outils avant que Fabrice nous fasse un retour terrain sur une dernière intervention. Donc là, l'idée, c'était un peu de vous représenter voilà, cet ouvrage qui a été conçu là en fin d'année dernière et qui compile un certain nombre d'outils qui ont été catégorisés. Donc, on va vous présenter ça, un peu son contenu, et qui est à retrouver sur le site de l'ARB. Déjà un petit peu pourquoi en fait ce type de ressources, de quel constat on est parti aussi pour se dire qu'on allait voilà, élaborer une compilation comme ça d'outils. Ben, on l'a vu, enfin voilà, la transition agroécologique, c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en place et surtout qui nécessite une pluralité d'acteurs et d'expertise. Et aussi, on constate de plus en plus une évolution des métiers du conseil et de l'accompagnement agricole vers davantage de compétences systémiques qui se traduisent par une diversité de méthodes et d'outils à prendre en main des outils hétérogènes. On a énormément d'informations aujourd'hui et de connaissances disponibles. C'est pas forcément, on n'a pas forcément un manque de connaissances et d'outils, mais après, c'est savoir où les retrouver et comment surtout les approprier après sur le terrain. On l'a vu, ces outils doivent aussi permettre d'intégrer des indicateurs qui soient opérationnels à l'échelle de l'exploitation agricole, qui soient accessibles, facile à partager aussi entre pairs. Voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques pour qu'ils soient appropriés sur le terrain et utilisés aussi en termes de temps de mise en place, de coûts et puis d'expertise derrière requise. Euh, donc nous, sur l'enquête aussi, quelques chiffres à vous partager sur l'enquête qu'on avait diffusée cette année. Euh, Ces outils, donc, il en existe, mais on a quand même une méconnaissance des outils parce que sur notre enquête auprès des conseillers agricoles, donc on avait eu 218 retours, on avait 12% seulement des répondants qui citaient un outil connu ou utilisé dans leur quotidien en tant qu'animateur ou accompagnant agricole. Des outils comme CapFlore, Floréal ou encore des outils de diagnostic comme Diag AgroEco, donc quelques outils cités, mais finalement peu de répondants qui utilisent des outils. Et à contrario, on a quand même 31,5% de conseillers interrogés qui estiment pourtant qu'un outil d'aide à la décision ou de diagnostic à l'échelle des exploitations pourrait les appuyer dans leur travail. Et également sur les outils plutôt type plateforme d'échange, de mise en relation, on a aussi 31% des conseillers qui ne se disaient pas en lien direct avec un acteur naturaliste ou de la biodiversité, qui déclarent avoir besoin d'un outil de mise en relation ou d'une structure relais pour faciliter des liens. Donc ça fera aussi la transition vers l'outil qu'a mis en place l'association de Noé, justement. Et donc voilà, des outils, des ressources qui existent, mais qui sont méconnus et pas forcément euh, appropriés sur le terrain. Il y a un peu cet enjeu de prendre du recul aussi sur l'existant, de partager ce qui fonctionne, et pas forcément de recréer de nouveaux outils, mais en tout cas de partager ce qui fonctionne bien. Euh, et donc,
de cela découle cette boîte à outils qui vise à recenser, regrouper un peu au même endroit un certain nombre d'outils à travers des fiches outils pour en faciliter la connaissance. Et puis sur cet enjeu d'appropriation, en fait, il y avait aussi l'idée de présenter des retours d'expérience concrets de leurs usages en Occitanie. Donc ça se matérialise par un recueil de fiches qui se veut actualisable. Donc l'idée c'est que là pour le moment, à date, on est à 14 fiches outils qui ont été recensées avec un important travail de compilation de ces outils, de ce qui existe. Mais l'idée c'est que ce soit actualisé au fil de l'eau et qu'on puisse rajouter d'autres outils. Et donc on est aussi ouvert à vos remontées terrain et à vos remontées pour y intégrer de nouveaux outils pertinents à valoriser. On peut aussi vous faire parvenir une version imprimée avec une pochette et les fiches qui sont qui peuvent être intégrées directement dedans et sorties de la pochette. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être, qu'on peut vous fournir gratuitement. Et donc, il y a le PDF aussi, une version numérique avec une fiche notamment de ressources qui est à télécharger également en version téléchargeable. Rapidement sur le contenu, en fait, ces outils ils ont été catégorisés en deux grandes catégories, des outils plutôt pour réaliser des états des lieux, accompagner, suivre et qui mobilisent un certain nombre d'indicateurs. Mais comme le disait Pierre, voilà, ces indicateurs servent à différentes choses et vont avoir différents objectifs. On va avoir différents objectifs derrière. Donc, c'était aussi l'idée de présenter comment sont mobilisés ces indicateurs dans ces outils. Et une autre catégorie de fiches outils et d'outils, donc qui sont plutôt des plateformes d'échange, de collaboration ou de capitalisation, de partage de connaissances. Et donc c'est dans cette deuxième catégorie qu'on retrouvera l'annuaire des naturalistes qui fait l'objet d'une fiche outil et que Pierre nous présentera juste après. Et puis c'est donc aussi l'INRAE dans le cadre du projet Vitar Bae qui avait catégorisé les différents types d'outils qui sont pris en main par des animateurs de collectifs agroécologiques. Et donc on retrouve voilà, ces outils d'évaluation, de simulation, de performance agronomique, des outils type aussi jeux sérieux et des outils plutôt type plateforme de connaissances. Donc là, je vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les outils, mais vous pourrez retrouver ça donc, dans le document en téléchargement. Et donc, rapidement aussi, pour vous montrer comment est structurée une fiche outil, donc on est sur une fiche recto verso. L'idée, c'était que ça puisse être synthétisé et lu assez rapidement avec deux lectures, une lecture plus rapide sur l'outil pour présenter des informations de base et comment rapidement peut être pris en main l'outil et le coût aussi de l'outil et l'expertise requise autour de cet outil et une deuxième lecture avec des informations plus détaillées, notamment sur les indicateurs de biodiversité mobilisés, la filière aussi à laquelle ça peut se rapporter. Et aussi, l'idée, c'était d'avoir vraiment un encart et un retour sur l'usage de cet outil et comment il est déployé, notamment en Occitanie, mais comment il peut être utilisé dans un projet concret sur le terrain. Et à chaque fois, vous avez une fiche ressource qui recense toutes les ressources par fiche et que vous pouvez retrouver aussi à part en téléchargement en ligne. Et donc, sur cette partie un petit peu retour d'expérience concret, il y a 4 outils qui font l'objet de retour d'expérience en format vidéo que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne YouTube de l'ARB. Donc, avec un focus sur 4 outils, mais vraiment avoir en fait cette vision terrain, avoir la parole d'un agriculteur, d'une agricultrice pour présenter aussi la manière dont ils ont contribué à un diagnostic ou comment un outil d'aide à la décision ce que ça a pu leur apporter dans leur activité au quotidien. Et on a aussi la prise de parole d'animatrices de collectifs ou de projets sur ces outils et voilà, comment ils sont intégrés, utilisés dans le cadre d'un projet spécifique avec des agriculteurs. Et donc, vous pourrez, évidemment, le support là vous sera transmis avec les liens pour aller retrouver ces ressources-là. Et donc maintenant, on voulait vous faire un petit focus du coup sur un des 14 outils qui sont recensés dans cette boîte à outils. Et donc voilà, justement, on a l'association Noé avec nous. Donc l'idée, c'était de présenter maintenant l'annuaire des naturalistes. Et on trouvait que c'était un bel outil à présenter là pour ce premier webinaire parce que c'est un outil qui justement vise à faire du lien et recréer du lien entre des experts naturalistes, des expertises biodiversité
qui peuvent mettre en place des suivis, des protocoles particuliers pour les milieux agricoles, et donc de mettre en lien ces acteurs avec des acteurs agricoles, des projets sur le terrain. Et donc c'est tout un peu le cœur aussi du projet là, porté par l'ARB, de recréer ces ponts entre des mondes qui ont beaucoup de choses à s'apporter, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais de montrer qu'il y a déjà beaucoup de projets qui se font. Et voilà, donc Pierre, je te redonne la parole du coup pour faire un petit focus sur l'annuaire des naturalistes. Et après cette intervention, on aura donc un petit temps d'échange avant le regard terrain aussi de Fabrice. Euh, Hop, donc Pierre, si tu veux Ouais, prendre la main, tu peux passer. je passe. Ouais. Donc merci, je vais parler de l'analyse matérialiste pendant quelques minutes. Donc comme tu l'as dit, c'est un. Donc j'ai parlé tout à l'heure du Club Agatha. Donc c'est pareil, c'est une émanation d'une demande du Club Agatha chez Noé, qui était d'accord, maintenant j'ai mes indicateurs, mais comment est-ce que je peux identifier des personnes qui m'aideront à les appliquer ou à les massifier dans les filières agricoles, parce que c'était l'objet du Club Agatha. Donc cet annuaire est né de cette volonté-là, de ce besoin-là. Tu peux passer. Et donc, c'est un annuaire qui existe depuis quelques années maintenant, 4 ou 5 ans, c'est ça l'idée. Donc, les objectifs initiaux de l'annuaire, c'était permettre aux porteurs de projets ou à des particuliers d'identifier des experts naturalistes à même de les accompagner dans leurs projets agroécologiques et surtout d'identifier des naturalistes pour diffuser les 14 indicateurs de biodiversité. Donc, en fait, voilà, cet annuaire, il est concentré quand même sur les indicateurs de biodiversité agricole, surtout sur ceux d'État, c'est-à-dire les protocoles. Et ce qu'on cherchait à identifier, c'était des naturalistes qui pourront aider les filières avec lesquelles on travaille à réaliser ces protocoles pour les indicateurs d'État. Donc pour chacun de ces protocoles-là, donc comme vous le voyez sur la droite, là c'est un extrait pour l'inscription des naturalistes à cet annuaire. Donc sur chacun des protocoles qu'on propose, il faut renseigner jusqu'à quel niveau on va en termes d'accompagnement possible. Est-ce qu'on est capable de former au protocole? Est-ce qu'on réalise le protocole sur le terrain? Est-ce qu'on identifie des espèces, des groupes d'espèces? Est-ce qu'on est capable d'analyser des résultats? Et enfin, est-ce qu'on est capable de conseiller et d'échanger avec les agriculteurs sur les pratiques agricoles, de manière à avoir un peu un conseil avec un point de vue biodiversité? Les naturalistes renseignent présent des coordonnées, rédaction, mode de production agricole. Donc voilà, c'est ça l'idée. Tu peux passer. Et donc aujourd'hui, mise en ligne en 2022, consultation en ligne entre 1000 et 2000 par semestre. Aujourd'hui, il y a 120 inscrits et j'ai mis en bas à droite un extrait de la tête que ça a. Donc c'est un outil qui est libre d'accès. Si vous tapez Annuaire naturaliste sur Internet, normalement, il devrait arriver assez rapidement. Il a été mis à jour parce qu'on a un nouveau site, donc il y a peut-être encore des choses qui vont être amenées à bouger dans les prochains mois, mais on atteint pas loin de sa forme finale. Il y a des possibilités de filtrer sur les régions, départements, mode de production. On pourra cibler sur l'Occitanie juste après. Et donc voilà, bah là, il y a des exemples de naturalistes et vous pouvez voir s'ils sont sur les protocoles, s'ils sont positionnés sur les protocoles auxiliaires, flore, oiseaux, pollinisateurs, vie du sol, qui sont un peu les grandes catégories d'indicateurs sur lesquels on propose de travailler. Donc voilà, l'intérêt pour nous, c'est qu'il identifie sur les protocoles qu'on avait pré-identifiés. Après, il y a possibilité pour chaque naturaliste de renseigner ce qu'il fait sur d'autres protocoles, sur d'autres approches ou sur leur manière de travailler. Il y a même des naturalistes qui sont inscrits sans être sur ces protocoles-là, mais en disant bah moi je fais ça, ça, ça ou ça. Donc ça, c'est aussi intéressant et on les inscrit aussi. Il y a un filtre qui nous permet aussi de voir qui s'inscrit. Et donc voilà comment ça marche. Tu peux passer. Un mot rapidement sur les financements. Donc il y a plusieurs financeurs de ce projet-là et des partenaires relais dans beaucoup d'ARB, dont celle d'Occitanie, Arthropologia, les CPIE et l'UPGE, Union Générale Professionnelle du Génie écologique. Voilà, tu peux passer. On avait fait un sondage en 2023 pour savoir qui était inscrit à cet annuaire des naturalistes.
Et voici quelques résultats. Il y avait beaucoup d'autres entrepreneurs ou d'indépendants, des bureaux d'études, des associations et des CPIE majoritairement. Et après, de manière plus marginale, des chambres d'agriculture, de l'enseignement, de la recherche, des agriculteurs eux-mêmes, des laboratoires, des structures publiques, des coopératives. Donc voilà un peu à qui on a affaire sur cet annuaire. Tu peux passer. Ça, c'est une carte pour montrer la répartition. Donc, ils peuvent renseigner là où est-ce qu'ils travaillent. Donc, il y a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup en Rhône-Alpes et un peu et beaucoup en Île-de-France. C'est pas une carte qui est parfaite parce qu'il y a moyen de renseigner territoire métropolitain. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que l'Île-de-France est surreprésentée. Mais voilà l'idée. En nombre de naturalistes, voilà jusqu'à 22 qui s'étaient positionnés dans le sud-ouest. Voilà l'idée. Ce serait à mettre à jour, mais je pense qu'on ne sera pas très éloigné de ce niveau-là. Il renseigne également les cultures sur lesquelles il travaille. Donc là, on voit que c'est un peu homogène. Il y en a sur les grandes cultures, en élevage, en arbo, en maraîchage, en viti. Tu peux passer. Ça, c'est une diapo qui montre sur quel protocole on a le plus de naturalistes. Et en fait, on en retrouve beaucoup sur les pollinisateurs auxiliaires papillons et un peu moins sur les indicateurs associés au sol. Donc ça, ce sera l'objet aussi d'une réflexion qu'on aura sur comment est-ce qu'on mobilise peut-être plus de compétences associées au sol. Peut-être qu'elles sont moins disponibles aussi. Enfin, c'est ce qu'on soupçonne quand même beaucoup. Mais en un mot, voilà, sur microbiologie du sol ou interprétation des résultats d'analyse de sol, on a un peu moins de personnes qui sont inscrites. Et c'est beaucoup des instituts de recherche. Voilà, tu peux passer. Quelques exemples de projets de la manière dont on mobilise cet annuaire. Tu peux passer. Si ça vous intéresse, on a fait 3 webinaires en 2022 qui rendent compte d'exemples de travaux dans le cadre de cet annuaire. Alors quand je dis dans le cadre de cet annuaire, c'est aussi des gens que nous on a contactés directement parce qu'on les connaissait, donc on n'a pas forcément fait le processus de chercher dans l'annuaire quelqu'un, de le contacter, de me donner une mission. Mais en fait, ça s'y prête, c'est analogue parce qu'en fait ces gens sont inscrits dans l'annuaire, quoi. Un généraliste ne semble plus être active. Je mettrai le lien dans le chat juste après alors de l'annuaire. Donc il y a 3 webinaires qui sont disponibles sur des exemples en viticulture, en grande culture et sur la qualité biologique des sols, avec 3 naturalistes donc qui sont inscrits dans l'annuaire. C'est pour vous donner des exemples de collaboration bah, tels que nous on l'imaginait à la conception de cet annuaire. Tu peux passer. Et je vais mentionner dans le temps qui nous reste 2 exemples en fait, donc de projets qu'on a en cours. Ah non, pas celui-là, celui-là il est terminé. Mais après, on aura un projet en cours pour illustrer la manière dont nous on l'utilise et dont on voit l'utilisation. Donc nous, on est toujours dans un cadre collectif. Et donc ça, c'est un projet qui avait été mené avec la coopérative Océalia pendant 4 ans et dont l'objectif était d'utiliser les indicateurs de biodiversité agricole sur 5 fermes pendant 3 ans dans le but de retrouver des résultats alors qu'on retrouve dans la bibliographie, hein, mais sur des interactions entre biodiversité et pratique, et notamment certaines pratiques agroécologiques, qui étaient ici la couverture des sols et l'allongement des rotations. Et donc, les 14 indicateurs de biodiversité avaient été suivis pendant 3 ans. Il y avait une mobilisation de 3 naturalistes inscrits dans l'annuaire. Ça avait donné lieu à des bilans individuels et collectifs sur les résultats. Ce qui était vraiment bien aussi, c'est qu'on avait fait, comme vous pouvez le voir dans la photo en haut à gauche, des entretiens entre les naturalistes et les agriculteurs pour qu'ils puissent répondre aux questions précises posées suite aux restitutions. Et il y avait une restitution également publique avec tous les participants au projet et les financeurs, les régions, les agriculteurs. Donc c'est un peu l'exemple type de ce qu'on nous on imagine dans l'utilisation de cet annuaire, un cadre collectif, mais pas non plus national, quoi. Là, il y avait 5 fermes. Et l'idée, c'était aussi de sensibiliser et d'initier la coopérative à ces sujets-là, quoi. Le rapport final, si ça vous intéresse, il est disponible en ligne, euh, en libre d'accès, quoi. Je peux passer. Et de manière un peu analogue, donc j'ai mentionné tout à l'heure qu'on travaillait sur des indicateurs d'élevage.
Donc de manière un peu analogue, enfin, on est dans un projet actuellement en Normandie avec la marque lait de vache. Et donc là, on suit des indicateurs de biodiversité sur 10 fermes. Pareil, il y a eu des appels à des naturalistes de l'annuaire pour des analyses des restitutions. Notre retour d'expérience, c'est quand même que les temps collectifs sont vraiment importants dans ces dynamiques de groupe, mais ça, vous le savez sûrement. On a suivi des abeilles, des papillons, des vers de terre, des coléoptères coprophages, des orthoptères. Donc ça, c'est potentiellement des futurs indicateurs d'état, des indicateurs de Noé, dans un objectif de sensibiliser, d'identifier des points d'amélioration et de placer aussi la marque en capacité de communiquer sur la biodiversité. Tu peux passer. Cet annuaire, il va être amené à évoluer à l'avenir. Là, aujourd'hui, ce qu'on a vraiment recensé dans les 120, dans les 120 inscrits, c'est plutôt des naturalistes capables de travailler dans le monde agricole. Donc certains sont des agronomes, certains un peu moins. Et on trouvait qu'on manquait de détails sur la capacité de conseil agricole de ces naturalistes. Et donc on voulait le faire évoluer en annuaire on appelait ça des agro-naturalistes, alors le nom pourra changer. Mais l'idée sera d'identifier des profils plus agronomes travaillant sur des enjeux de biodiversité. Donc là, il y en avait déjà quelques-uns, mais pas tant que ça, en fait, des techniciens, des chercheurs, des agriculteurs. Et nous, on a un objectif de 250 contacts en 2027, contre 120 aujourd'hui. Alors, par exemple, on essaiera de détailler les capacités de conseil technique des inscrits. Là, la colonne qui était tout à l'heure sur capacité à conseiller sur les pratiques agricoles, oui, non. Bon, peut-être qu'il y aura un peu de détails à faire là-dessus, sur bah, quel outil utiliser, dans quel contexte, pourquoi, comment, quelle expérience, par exemple. On essaiera de détailler ça. Mais il y aura aussi une évolution de l'interface numérique pour gérer des actualisations automatisées, parce que pour l'instant, les actualisations sont manuelles. Voilà. Cet outil est disponible et à utiliser comme vous le souhaitez. J'ai fait le tour. Et ben, merci Pierre pour ces super présentations. On a un petit temps là de questions-réponses si vous voulez réagir ou poser des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté. Ou aussi si vous voulez partager vous, des outils, des indicateurs, des projets menés avec vos collectifs ou des agriculteurs. Voilà. N'hésitez pas à lever la main directement pour interagir et ouvrir votre caméra. On n'est pas si nombreux, donc on peut, on peut interagir et ouvrir les caméras. Il n'y a pas de souci. Donc dans le Pas de chat, signe de vie. Pauline avait remis le bon lien vers l'annuaire. Ah oui, je pense. Est-ce qu'il y a des questions d'approfondissement sur les projets qu'a présenté Pierre ou sur l'outil? Est-ce que vous le connaissiez déjà, cet outil, ou parmi les choses qui ont pu être présentées aussi dans la boîte à outils AgriBiodiv, est-ce que vous mobilisez au quotidien ce type d'outils, des outils de diagnostic, ou vous utilisez des plateformes de ce type? Non, pas de demande de parole. Ok, bah, si personne oui, veut compléter ou on a de questions particulières sur cette première partie, on va passer à la suite. Donc, on avait une présentation donc par Fabrice, que je vais laisser après se présenter. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir un témoignage d'un agriculteur là, sur un territoire en Ariège. Donc, Fabrice, qui est éleveur de castillonnets en Ariège et qui a pu bénéficier de suivi et de diagnostic naturaliste en partenariat avec l'ANACEN Ariège.
Et voilà, il va nous présenter un petit peu sa démarche, la réflexion globale, d'où est parti aussi ce partenariat et puis ce que ça a pu, ce que ça a pu lui apporter en termes de nouvelles connaissances et derrière sur des pratiques ou des aménagements qui ont pu être menés ou qui sont en cours là, de réalisation suite à ce travail partenarial avec une structure naturaliste. Donc Fabrice, normalement, j'ai vu que tu t'étais bien connecté, donc je vais te laisser te présenter et puis après on verra sur les diapos. On a plusieurs diapos, donc en fonction de ce que tu veux évoquer en premier, je continue à prendre la main sur les diapos, mais n'hésite pas à me dire. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter quand même vite fait enfin, moi, je suis pas issu du milieu agricole, même si je suis issu du milieu rural, puisque moi, je suis à Montesquieu-Volvestre, donc c'est une commune de la Haute-Garonne, sur lequel il y a une forte présence d'agriculteurs quand même, voilà, mais bon. Donc moi, je viens pas de milieu agricole. Par contre, j'ai toujours été fasciné par l'agriculture et j'ai toujours rêvé, jeune, là, c'est en préparant l'intervention, là, je me dis, c'est vrai que jeune, je voulais être agriculteur sans tracteur. Bon, c'était quand même, voilà, mais c'était c'était ma démarche, c'était mon souhait. Et donc, j'ai fait un brevet technicien agricole, un BTA qu'on appelait à Montauban il y a quelques années, quand même, dans les années 90, sur l'élevage du cheval. Voilà. Après, le monde économique m'a rattrapé un peu quand même. Donc, du coup, je suis rentré à l'époque, c'était à la Saint-Vaat, qui s'appelle maintenant TCO, au réseau bus et transport de Toulouse. Et donc, voilà, j'ai continué à faire ma passion, là, le cheval, mais avec une activité économique qui me permettait de le faire à côté, quoi, voilà. Et puis, à force, quand même, j'ai dit, c'est quand même dommage de pas utiliser. Alors moi, à l'époque, c'était le fonds GESIF. Je crois que maintenant, ça a évolué. J'ai utilisé une formation pour apprendre à travailler en traction animale avec un projet. Moi, d'utiliser la traction animale en milieu urbain pour faire de la collecte de déchets, du transport scolaire. Mais aussi, on avait abordé le débardage et la vigne, quoi, voilà. Donc ça, je l'avais fait dans les années 2010. Et après ça, après ma formation, je suis revenu à TCO, donc du coup, travailler. Et là, j'ai commencé à réfléchir à une préinstallation. Alors ça, je l'ai fait avec le conseil départemental 31 de la Haute-Garonne, avec une conseillère qui était extraordinaire, qui a pris la retraite maintenant, mais qui s'appelle Danielle Estrade, qui était vraiment très, très chouette. Et j'ai pu bénéficier de ce dispositif-là pendant un an. On avait une petite aide là pour voir si on voulait aller sur de l'agricole ou pas. Voilà. Donc, j'ai fait une préinstallation en 2011 avec une installation définitive en 2012 et une demande DJA à titre secondaire, voilà, avec de l'élevage de chevaux castillonnés parce que c'était une race locale et qui était menacée. Donc, moi, ça avait déjà ce sens-là. Donc, vous voyez que par rapport à toute la présentation qu'il y a eu jusqu'à présent, moi, le côté biodiversité, ça ne m'était pas venu encore naturellement, quoi, hein, voilà, c'était plus, entre guillemets, un peu de bon sens pour moi, voilà, d'utiliser des ressources qui étaient locales et qui étaient en plus menacées, quoi, voilà. Du coup, j'ai continué cette exploitation-là avec des terres que j'ai eues petit à petit, beaucoup en commodat et tout ça. Donc, j'ai fait naître mes animaux. C'était assez dur d'en acheter puisque c'est très, très menacé. Allez, il y a des années où il y avait entre 5 naissances et peut-être 20, 30 le maximum. Du coup, assez compliqué d'en trouver. Mais j'ai monté mon petit élevage et ma petite structure. Je suis passé en bio dans les années 2020 à peu près. Alors, un peu par conviction aussi. Bon, là, on sent que la biodiversité commence à monter un petit peu et voilà. Par conviction et surtout parce que mes pratiques, j'étais juste à l'herbe. Je faisais rien de particulier. J'avais pas d'intrants et tout ça. Donc, on s'était dit, bon, ben, c'est quand même dommage de ne pas aller chercher le bio et de l'afficher. Voilà. Alors j'avoue que quand même, chaque année, un petit peu comme tout, hein, chaque année c'est un peu remis en question. Non pas mon désir d'être en bio, mais souvent quand même la surcharge administrative des certifications, des coûts et tout ça. Et vous voyez, vous avez même vous dans votre présentation,
On a parlé des labels et en fait, si on voulait, je ne suis pas anti-label, loin de là, mais juste je veux vous ramener sur le côté terrain un petit peu. Quand on y est, on a plein de labels. Voilà. Et à la fin, on se perd un petit peu dans ses cahiers des charges, dans ses coûts, dans ses audits, dans le temps qu'il faut pour faire et tout ça. Donc, moi, je suis allé sur le bio parce qu'il me semblait que ma pratique, elle y correspondait. Et puis, ça m'intéressait quand même de l'afficher. Voilà. Donc après, je suis passé il y a 4 ans à l'installation principale. Avec là, du coup, mon cheptel était un petit peu plus important. Je suis à peu près à 25 chevaux. J'ai à peu près 50 hectares. Ce qui change depuis 3 ans, c'est que je fais de la transhumance sur l'estive de Melle. Enfin, on a trouvé une estive qui n'était plus utilisée à cause de la prédation avec l'ours, qui avait été désertée. Et du coup, on a essayé, nous, de l'utiliser à nouveau. Donc, je pense que je suis le seul en France à garder les chevaux 24 heures sur 24 dans un parc clôturé et pour une période qui n'est pas très très longue là-haut, puisqu'il n'y a pas énormément de ressources fourragères pour l'instant. Mais bon, voilà, ça fait 3 ans que je fais ça. Moi, je touche du bois sur de la prédation, je n'ai pas eu. On a les relevés de l'OFB qui nous disent que visiblement l'année dernière, quand il y a eu la présence des chevaux, on n'a pas eu de passage d'ours, on en a eu avant et après, mais pas pendant qu'il y avait les chevaux. Par contre, j'ai perdu une jumelle l'année dernière suite à, euh, à la montagne, quoi. En fait, tout simplement, elle s'est coincée un pied entre des rochers et on n'a pas pu la récupérer. C'est 3 heures de marche, pas moyen d'escalader, enfin d'y accéder par des véhicules, hormis un héliportage. Mais quand je suis arrivé, la bête était morte, quoi. Voilà. Suite à des intempéries qu'on avait eues l'année dernière, je vous passe entre le feu sur Melle et après des grosses intempéries à Montesquieu et Saint-Thibault où on était et on a dû reconstruire là parce qu'il y avait eu des orages de grêle, de vent, de pluie et bon voilà, il y avait eu pas mal de dégâts. Donc les 2 seuls jours où je ne suis pas monté les garder, ben voilà, j'ai perdu un cheval. Donc ça conforte mon idée, il faut y être 24 heures sur 24. Voilà. Donc ça c'est pour vous planter un petit peu le décor. Après, moi, comment je suis venu à travailler un peu sur la biodiversité et comment j'ai été sensibilisé là-dessus. D'abord, j'avais oublié aussi, mais j'ai travaillé avec la caravane du Desman, avec Franck Bollard et le Seine, c'était en 2016. Et du coup, là, ça m'a quand même donné quelques marqueurs, quoi. Voilà, on avait eu des interventions de naturalistes sur la chauve-souris, sur le Desman, tout ça. Donc, ça m'a ça m'a intéressé, voilà. Et du coup, euh, comme moi, je pars de loin. Quand on a fait le BTA, c'est plus comme on est aujourd'hui. Je ne sais plus comment ils appellent, gestion faune, flore. Enfin, il y a des notions et de l'intervention sur de la biodiversité. Moi, en 90, je pense que ce qui nous intéressait le plus, alors pas moi particulièrement, mais d'une façon générale, c'était d'avoir des grosses charrues, la profondeur de labour, et puis voilà. Enfin, donc, quand même, on voit l'évolution quand même du monde agricole sur ces pratiques maintenant qui sont, je pense, plus trop enseignées dans le monde agricole, mais comme j'ai lâché les bancs de l'école il y a quelque temps, ça mériterait d'être confirmé. Mais d'après ce que je vois sur les programmes, on est quand même beaucoup sur de la gestion de la faune et de la flore maintenant, chose qui n'était pas avant, quoi. Donc la caravane d'Esman, et puis donc avec le Seine, et puis on a commencé à parler avec l'ANA sur, moi j'ai 2 sites, en fait, un site sur Carlabail qui fait 25 hectares, et en fait que j'ai repris, qui appartenait à de la belle famille, et que j'ai repris et qui était utilisé en grande culture, voilà, avec une rotation classique, des labours et tout. Et en fait, qui était victime très fortement d'érosion. Donc, moi, je me suis dit, ben, si je le reprends, je veux changer ce mode-là, je ne vais pas partir là-dedans. Et du coup, il y avait une mare, donc on a essayé de reprendre contact avec l'ANA pour voir s'il y avait, effectivement, on voit la mare là, s'il y avait possibilité d'une aide pour la construction d'une mare, alors d'une aide financière, mais pas que, aussi de voir quel est l'intérêt de la mare, la placer où, pourquoi, qu'est-ce que j'en entendais moi, tout ça. Donc voilà. Donc moi, je me suis vraiment appuyé sur tout ce qui est diagnostic
y a intérêt de biodiversité sur l'ANA et sur le Seine. Voilà. Et moi, j'ai essayé d'y mettre. Voilà. Moi, mon intérêt, c'était de pouvoir abreuver les animaux. Alors, vous voyez, au milieu de la mare, il y a un truc de pompage là, parce qu'en fait, on s'aperçoit. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre d'avoir de l'eau pour les animaux. Et après, en discutant avec d'autres acteurs, donc avec l'ANA, avec le Seine, avec Mathias, notamment, voilà, on a dit, ben, c'est bien si les animaux vont pas piétiner la mare, quoi. Donc, du coup, voilà, en fait, on travaille d'un commun accord pour dire, ben voilà, ça peut être intéressant pour les deux. On est tous les deux, enfin, tout le monde est gagnant-gagnant sur cet accompagnement. Donc, voilà, donc grosso modo, sur le Carlabach, 25 hectares de terre nue. Et du coup, avec un projet de centraliser l'exploitation là-dessus, je vais créer un bâtiment normalement l'année prochaine. Et du coup, d'être que ça soit support de l'élevage avec, voilà. Et on y reviendra après parce qu'il y a d'autres projets sur ce site aussi. Mais après, il y avait un autre site qui était Fornex. Alors là, moi, j'avais un peu bêtement aussi, enfin, voilà, j'avais pas ces ressources-là ou ces informations-là, cette sensibilité-là. Moi, j'avais dit, ben voilà, telle parcelle, je vais la labourer, je vais replanter peut-être pas un mélange de légumineuses pour améliorer l'alimentation de mes animaux et tout ça. Puis bon, voilà, en discutant avec Mathias, avec Lana, on a dit, ben, c'est quand même dommage de retourner ce milieu-là, sur lequel il y a déjà, ben, vous avez un petit peu l'inventaire, voilà, il y a pas mal d'espèces et tout. C'est dommage de retourner ce milieu-là, plutôt à faire de l'implantation, aller sur le site du Carlabail, puisque les terres sont nues, et sur Fornex, essayer de faire de la gestion de l'existant en essayant de l'améliorer. Alors donc, bien sûr, sur Fornex, moi, je suis en train de réfléchir à mettre un pâturage tournant en dynamique. Donc, je suis aussi avec le GIE Équin de la Chambre d'agriculture 31 et voilà, de réfléchir à comment on peut aller sur des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes animaux soient en bonne santé et la ressource nécessaire. Par contre, on s'aperçoit que moi, ça m'intéresse de discuter avec tout le monde. Et puis, ce que j'ai aimé, je ne l'ai pas dit dans tout ça, c'est que quand même, euh, l'agriculture, de toujours, quand on a discuté avec Mathias, était placée au centre. C'est-à-dire que euh, c'est les mesures, la pratique agricole que j'allais mettre en place, amener de la biodiversité. Mais par exemple, si on avait trouvé de la biodiversité, c'était pas y interdire de la pratique agricole dessus, quoi. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait, moi, euh, franchir le pas et être vraiment à l'écoute là-dessus, puisque quand même, il y a quand même une notion aussi d'économie et de viabilité euh, sur mon exploitation, quoi. Donc voilà, c'était pas si on trouvait telle espèce, c'était pas dire ben voilà maintenant tu sors de là et tu y touches plus. Bien au contraire, c'était de dire ben voilà comment on va amener de la biodiversité sur les terres du coup je reviens sur le Carlabail qui était nu et sur Fornex dans lesquels il y avait quand même déjà un inventaire qui avait été fait et que moi je détruise pas l'inventaire par mes pratiques. Voilà. Et après, quoi dire de plus donc oui, avec le JE Ken, on a fait, donc c'est ce qui va être la prochaine étape maintenant sur le Carlabail, sur les diapos que vous voyez là. On fait partie des prairies Cap Flore, justement. Et du coup, par rapport à la diapositive que vous voyez là, on revoit, on a fait tout un dispositif de... Les deux de la gauche sont des diapos, enfin des images sur des sites sur lesquels je ne vais pas faire d'intervention, retourner des prairies, labourer ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de maintenir au mieux l'existant et que ça soit compatible avec une alimentation de qualité pour les animaux. Et celle que vous avez sur la droite, ben, voilà, ça c'est le Carlabail avec la création de haies qu'on a fait l'hiver dernier, l'automne dernier.
C'est les parties les plus foncées qu'on voit. Voilà, les plus foncées qu'on voit. Et on a choisi de suivre la courbe de niveau, toujours pour préserver l'érosion du sol. Toujours pour préserver l'érosion du sol. Et, et en fait, chose qui est pas, quand vous regardez quand vous regardez aujourd'hui des projets d'agroforesterie, on est plutôt dans le sens de la pente, puisque c'est mécanisé et tout. Là, on a essayé de mettre la priorité sur de la biodiversité, tout ça, voilà. Et le prochain automne, ça sera les petits pointillés que vous allez voir. Ça va être de planter les petites haies là en transversale. Donc du coup, sur ce site-là qui était nu, on a essayé de dire, eh bien voilà, on va vraiment essayer par la pratique de l'agriculture, amener de la biodiversité. Voilà, on a planté, je crois, pas loin d'un kilomètre de haies. J'ai plus trop les chiffres, je vous avoue. Ça, j'ai confié la totalité de la logistique et de l'accompagnement de l'appui technique avec l'ANA et avec le SEN. Donc voilà. Mais je ne sais pas le temps que j'ai encore, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de par une pratique agricole, essayer d'aller vers la biodiversité. Et voilà, c'était ce qui m'intéressait. Voilà, là aussi, je suis inscrit dans le PSE, voilà, depuis 2025. Alors, ce qui est compliqué des fois aussi, c'est que voilà, on imagine que le lien va. En fait, des fois, on est un peu perdu entre toutes les structures, qui fait quoi et tout ça, quoi. Voilà, on veut bien faire, on est assez disponible, bien que le temps nous manque souvent. L'argent aussi, j'avoue. Heureusement qu'il y a ces supports qui sont faits aussi par le projet BioLife, parce que je pense que la mare et la haie, je ne l'aurais pas fait. Mince, je vous ai perdu ou pas? Pardon, Il y a une petite coupure, mais c'est bon, Oui, sinon, parce qu'il y a eu on un coup de t'entend. téléphone pendant voilà. Et Donc niveau voilà, je timing, remercie oui, tous. on est bien, mais après, Voilà. on Je pourra remercie approfondir si besoin. tous les acteurs, tout ça, là, voilà, avec lesquels j'ai travaillé, tout ça. Surtout, voilà, on a essayé, nous, de mettre l'agriculture au centre. Alors, je vous avoue aussi que maintenant, plus j'y vais, plus je vais loin aussi. Enfin, ça me force quand même à réfléchir chaque fois aussi. Moi, je fais de l'élevage de cheval. Euh, je me dis sur le monde agricole aussi, dans la notion de nourrir la population et tout ça aussi, il y a la volonté d'évoluer vers d'autres systèmes aussi, d'autres espèces animales pour avoir cette vocation aussi quand même à nourrir la population, quoi, voilà. Mais par toujours, ben, si possible, avec le moins de tracteurs possible et voilà. Et de la préservation du sol. Enfin voilà, tout l'autre côté, je n'y suis pas revenu dessus puisque vous êtes nettement plus spécialisé que moi. Moi, je voulais juste vous amener le côté terrain où c'est que des fois, on est un petit peu perdu, effectivement, entre. Ben, là, par exemple, j'ai planté la haie, maintenant, il faut partir sur un label haie. En fait, si vous voulez, chaque fois, on a l'impression que d'avoir une volonté de faire quelque chose, on se rajoute une petite couche. Alors ça, c'est vraiment, quand je le dis, c'est très bienveillant, hein, c'est pas et j'entends bien le besoin peut-être de mesurer, quantifier, et voilà. Mais des fois, on peut se retrouver un petit peu perdu, quoi, voilà, nous au milieu. Et moi, je travaillais quand même, et je vois qu'il y a Karine quand même qui est pour le conseil départemental 31, parce que moi, la spécificité aussi, c'est que je suis à cheval sur les deux. J'ai mon siège d'exploitation en Haute-Garonne, et les terres dont on a parlé, la majorité, les 90% de mes terres sont en Ariège, à côté, mais bon, le découpage, si vous le regardez, la Haute-Garonne et l'Ariège, dans notre secteur, il est assez compliqué. Et bon, voilà. Et du coup, quand même, on travaille quand même assez bien avec les conseillers agro-environnement du département et qui nous font cet accompagnement gratuitement aussi, chose qui est différente avec les chambres d'agriculture. Mais je tiens à le signaler parce qu'il y a quand même une vraie volonté d'aller vers l'agroécologie et d'aider dans les pratiques, voilà, dans les pratiques, entre guillemets, pour moi, vertueuses. Voilà. Ben, Voilà, je merci ne sais pas beaucoup, si j'ai été Fabrice, pour clair, tout ce mais voilà. témoignage. Ouais, c'est chouette d'avoir voilà, justement ce regard terrain pour croiser un petit peu
avec des actions concrètes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux actions là, qu'a détaillé Fabrice? S'il y a besoin d'aller recreuser sur certaines choses, là, sur le plan de pâturage, sur les actions autour des aménagements dont a parlé Fabrice. Est-ce qu'on a des questions? Je n'ai pas vu dans le chat. Des réactions, bah, voilà. N'hésitez pas à interagir aussi. L'idée, c'est aussi de partager sur d'autres projets ou d'autres partenariats peut-être qui sont menés dans vos secteurs. Donc l'idée là, c'était de terminer vers 12h30 max. Donc on vous libérera. Mais vraiment, l'idée, c'est aussi d'interagir et de partager aussi sur d'autres outils. S'il y a d'autres personnes qui veulent parler d'un outil là, qu'on a mentionné très rapidement dans la boîte à outils ou partager voilà, sur aussi les freins, les limites que vous voyez autour de l'utilisation de ce type de choses, sur les indicateurs qui peuvent être mobilisés, ou sur les partenariats agri-naturalistes qui peuvent être mobilisés sur certains territoires. N'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole. Vraiment, l'idée, c'est de partager entre nous. Et merci pour les commentaires dans le chat. Alors moi, si je peux rajouter quelque chose, en dehors de mon exploitation et tout ça, moi je trouve qu'il serait intéressant de creuser un petit peu plus l'attraction animale, notamment dans le débardage dans la vigne, notamment sur la préservation du sol et sur le débardage, sur les premières éclaircies et tout ça, parce que justement, on est souvent dans une dynamique un peu opposée à un exploitant forestier qui viendrait, qui prend la meilleure, qui quand il vient, il veut prendre le meilleur bois et voilà. Donc, alors que nous, quand on intervient, on essaye plutôt de préserver les bois d'avenir. Notre intervention, en fait, nous, souvent, elle n'est pas rémunérée parce qu'elle n'est pas assortie de ressources économiques directes. C'est-à-dire que si on vient qu'on n'abîme rien, ben, le travail se verra dans 30 ans, quoi. Alors que l'exploitant qui vient, notamment en forêt, quand il vient, eh bien, lui, il exploite le bois voilà, pas, il ne va pas aller sur le bois d'avenir, sur les éclaircies ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je trouve que dans la biodiversité, ça devrait être peut-être des paramètres le temps et la préservation des espèces là, ça mériterait être compensé ou je ne sais pas. Voilà. C'était juste un petit point comme ça, voilà. Donc, il y a Agnès qui lève la main. Oui, bonjour. Allez-y. Donc moi, c'est Agnès Alquier. Je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aude, hein. Je suis responsable agro-environnement. Donc merci pour toutes ces présentations qui sont intéressantes. Et l'intervention de l'exploitant, là, de l'éleveur, m'a intéressée parce qu'en fait, dans ce qu'il a présenté et ce qu'il a dit à la fin, ça résume un peu tout ce que je disais enfin tout ce que je pensais que je voulais pas dire parce que je voulais pas un petit peu plomber l'ambiance. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Je parle pour l'Aude, hein. Après, il y a d'autres départements où ça se fait aussi, mais moi, voilà, moi, je travaille pour l'Aude. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font déjà de même type. Donc, monsieur a cité les PSE. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. On pourrait citer les MAE qui accompagnent, qui permettent un accompagnement d'un agriculteur sur un temps donné. Là, par rapport à sa dernière intervention sur enfin, le paiement pour une action, un maintien, donc ça c'est le PSE, hein, paiement pour services environnementaux. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi en partie privée, enfin sur des fonds privés, pardon, pas que sur des fonds d'État comme l'Agence de l'eau. Ce que je trouve aussi, bon, c'est à chaud, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a une multiplication d'acteurs. Pendant la visio, là, je suis allée sur le site alors je vais dire Néo ou Noé, mais je confonds parce qu'il y a une autre asso qui s'appelle. Voilà, j'ai pas trouvé les structures avec lesquelles je collabore habituellement, hein.
Gîtes en vrac, le SEN, la Fédération de Claire, la LPO, Ecodip, enfin il y en a d'autres, hein, j'en oublie. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et en fait, pour moi, une petite réflexion qui est un peu amère, mais franchement, c'est à contre-cœur que je la fais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'acteurs, enfin ça c'est pas une impression, de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus d'acteurs pour expliquer aux agriculteurs ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc ça, c'est une réalité et bon voilà, on va pas régler le problème aujourd'hui, mais c'est quand même un problème. Et bon, moi, je travaille depuis longtemps sur tous ces sujets, hein, sur l'accompagnement des agriculteurs, le lien entre agriculture et biodiversité, donc dans les deux sens, hein, pour un enrichissement mutuel. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a du mal à faire des travaux de suivi sur la longueur. En fait, quand ça fonctionne, c'est sur des petits projets. Alors, soit c'est des MAE, soit c'est des PSE ou d'autres dispositifs un peu imposants. Là, pendant un temps donné, il y a un accompagnement qui est prévu. Alors, ça dépend des programmations, plus ou moins bien prévues. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un contact avec un acteur environnemental, avec l'agriculteur pendant quelque temps. C'est aussi le cas sur des projets ponctuels alors qui durent, je ne sais pas, 2, 3 ans, ça dépend. Mais après, il n'y a pas de suivi sur le long terme. Et là, à l'heure actuelle, il y a quand même un problème de financement sur du long terme. Et dans le contexte agricole là, alors de ces dernières années, et puis particulièrement des années 2025 et 2026, qui est très difficile, bah voilà, il y a le changement climatique, il y a une crise économique, une crise mondiale, etc. Donc c'est sûr que tout ce qui est biodiversité, en tout cas, pour moi, la prise en compte de la biodiversité, elle est faite au quotidien par les agriculteurs, par de nombreux agriculteurs et de plus en plus. Ils sont accompagnés, s'ils veulent avoir de l'info, ils peuvent l'avoir. Euh, voilà, donc je ne sais pas, c'est un peu confus ce que je dis, mais c'est un ressenti un peu à chaud. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, non, mais merci beaucoup pour votre partage et ces réflexions qui, effectivement, vous touchez du doigt des enjeux vraiment importants et aussi préoccupants sur la baisse des effectifs des agriculteurs, effectivement, sur l'installation, transmission, et aussi, oui, sur cette multiplicité d'outils, d'acteurs et comment s'y retrouver derrière. C'est vrai qu'il y a un enjeu aussi de connaissances et de visibilité sur tout ce qui est fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ces réflexions, mais là, moi, je rejoins bien tout ce qui a été dit aussi. Ben, moi, je réagirais juste pour dire, c'est vrai que souvent on a tendance à pas se dire les choses et je rejoins ce qui a été dit, quoi. C'est vrai que moi, la vraie volonté, c'est qu'il y ait de plus en plus de biodiversité sur mon exploitation. J'en suis vraiment convaincu, je ferai tout pour, quoi. Mais c'est vrai que des fois, on sent qu'il y a une petite déconnexion, quoi, voilà, entre différents mondes, mais on a la même chose entre différents systèmes agricoles aussi, quoi. Enfin, il y a pas... Et on a l'impression qu'on est de plus en plus isolé ou que chacun travaille pour soi, ou qu'il y a une multitude, et des fois, on s'y perd, quoi, un petit peu, voilà. En fait, on a peut-être une multitude d'outils et plus on en a et moins on sait les utiliser puisqu'on ne sait plus lequel chercher, quoi. À la fin, on est des fois un petit peu perdu. Et du coup, ce lien de proximité, je le répète, moi, que j'ai avec les conseillers agro-environnementaux du 31 mai, mais aussi avec les conseillers agricoles, notamment pour les estives, la transhumance et tout ça, pour la chambre d'agriculture, et aussi avec la région, hein, quand même, pour nous, les races menacées. Enfin, il y a la chambre régionale d'agriculture, elle nous suit quand même. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec eux aussi sur quelques animations et tout. Euh, voilà. Enfin, sur le côté agricole, nous, on est plus dispo quand on est en direct avec vous à discuter que d'aller reprendre un lien. Enfin, ça, c'est pour moi, hein, je vous parle. Peut-être que je ne suis pas la majorité des agriculteurs, mais voilà, des vraies discussions, des temps d'échange en direct, oui. Rentrer après à la maison, prendre un ordinateur, regarder, aller chercher tel dispositif, monter tout ça.
là, on décroche, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que les agriculteurs lèvent le pied, quoi, peut-être un peu, ou sont pas. Il y a besoin de plus de terrain, à mon avis. C'est que mon avis, voilà. Et je vous laisserai tranquille après, pas de souci. Eh ben, Non, merci. mais c'est. Ah, Pardon, dans le pardon, je me chat, permets, de rajouter quelque chose, donc c'est à Agnès. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, s'il y a du temps d'animation dédié, quelle que soit la structure, qui se passe de temps en temps chez l'agriculteur, et ou qui anime un collectif, ça marche. Après, les agriculteurs, ils sont confrontés aussi à une superposition administrative et, complexe. Et voilà. Donc, en fait, c'est ce que vous venez de dire là, c'est très important. et les animateurs sont aussi confrontés à un contexte de financement avec des temps courts sur des projets qui se superposent. Et on a aussi dans le chat, Pauline, une remarque sur le fait que les accompagnements ils doivent être pérennes avec un vrai lien de confiance mais qui se crée dans le temps et de proximité avec les agriculteurs, effectivement, mais qui est soumis à un contexte aussi difficile côté financement. Bah, peut-être on va s'arrêter sur ces réflexions-là. En tout cas, bah, nous, côté ARB, et d'ailleurs, j'ai pas. Vous voyez toujours la diapositive conclure, mais donc vous pourrez retrouver un certain nombre de ressources. Justement, nous, voilà, au niveau ARB, on essaie de pas forcément recréer des nouveaux outils, mais de compiler un petit peu ce qui existe et du coup à travers différents types de supports qui vous seront proposés, comme voilà des supports de type webinaire ou aussi la création d'espaces d'échange, comme le séminaire régional qui avait eu lieu là en janvier. Mais l'idée c'est aussi d'en faire à différentes échelles, pas forcément qu'à une échelle régionale, mais l'idée c'est voilà d'arriver à mutualiser, de présenter les réseaux d'acteurs sur les territoires et les ressources qui sont produites et d'arriver un petit peu à regrouper aussi tout ça et à rendre plus lisible, accessible, donc à travers différents canaux et supports. Donc là, vous voyez que on prévoit un petit cycle de webinaires à la suite du séminaire de janvier dernier sur les sujets conciliant agriculture et biodiversité. Donc le prochain, la date n'est pas encore calée avec nos intervenants, mais il y aura d'ailleurs une intervention a priori du Conseil départemental 31 sur le plan départemental en faveur des pollinisateurs avec des actions de sensibilisation et des actions très concrètes menées avec les conseillers et auprès d'agriculteurs du territoire. Donc la date n'est pas encore calée, mais on vous tiendra au courant la courant mai à travers la boucle mail dans laquelle vous êtes intégrés. Et voilà, deux autres thématiques aussi qui seront proposées sur automne-décembre et on vous transmettra ce support dans les prochains jours. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas aussi à me contacter par rapport à la boîte à outils s'il y a des choses à faire remonter, d'autres outils ou des éléments sur lesquels revenir sur cette ressource-là. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Et merci à Fabrice et à Pierre pour vos interventions et témoignages très intéressants. Merci beaucoup, Fabrice. Et bon appétit et bonne journée. Merci.